bonjour à tous. Donc je suis Alexandre Belge, je suis responsable des équipes simulation et ingénierie des systèmes chez Keonis. Et durant les prochaines minutes, je vais vous présenter quelques exemples illustrant l'utilisation de la simulation dans un contexte de développement durable complémentaire à ce que l'on a pu voir déjà ce matin. Tout d'abord, je pense que c'est important de s'intéresser au positionnement de la simulation numérique. En effet, à l'avènement des codes de calcul, donc à partir des années 70, principalement la simulation numérique permettait, en tout cas était utilisée pour vérifier la tenue mécanique d'un système avant l'essai, c'est-à-dire principalement d'estimer les contraintes et les déformations du système. Et puis au fil du temps, il y a eu beaucoup d'améliorations sur les codes de calcul, des technologies de processeurs de plus en plus performantes, bien sûr une hyper-concurrence des marchés, et plus récemment, la prise de conscience environnementale généralisée dans l'industrie, et ce qui a amené à revoir finalement les objectifs de l'utilisation de la simulation numérique. Aujourd'hui, on a d'autres objectifs de l'utilisation de la simulation numérique. Ce n'est pas exhaustif, mais on peut notamment citer qu'on va chercher à simuler l'ensemble du comportement du système et l'ensemble des phénomènes physiques pour avoir une vue holistique du système et de son comportement. On veut diminuer les délais de conception. On veut faire juste du premier coup, ce ne sont pas mes termes, mais ce sont les termes des industriels, on l'a vu ce matin, pour réduire le recours au prototype. Et puis on veut concevoir des systèmes qui sont plus performants au regard des critères environnementaux. Et parmi ces critères-là, on peut traduire principalement par une économie de matière, donc consommer moins de matières premières, dépenser moins d'énergie à produire et également aussi à transporter, donc là ça va être plutôt la réduction de la masse des systèmes, et bien entendu durer plus longtemps dans l'objectif de limiter l'impact sur l'environnement. Face à ces constats, la suite Sumulia de Dassault Systèmes, elle s'est enrichie de technologies qui sont adaptées, donc des technologies de simulation bien entendu, qui sont adaptées aux nouveaux défis auxquels font face les industriels et à leurs nouveaux besoins. Et ces technologies, elles ont été regroupées suivant 5 grands axes. D'accord. On va avoir dans un premier temps la structure qui va regrouper l'ensemble des simulations plutôt orientées mécaniques, le fluide, l'électromagnétisme, la vibroacoustique. Et puis le dernier, qui est peut-être un peu moins connu, c'est la simulation multicorps rigide pour les analyses plutôt orientées cinématiques. C'est un ensemble très complet de solutions. Alors ici, on ne va pas tout analyser, on ne va pas tout présenter, mais on a sélectionné 3 axes qui sont un peu parlants dans le domaine de l'activité du sport de haute montagne, en tout cas du sport. On va présenter la conception d'un disque de frein de façon optimisée, l'analyse aussi d'un casque de vélo, l'analyse comparative d'un casque de vélo, et puis on va regarder sur la partie électromagnétisme la conception d'équipements électromagnétiques dans une montre connectée. Donc si on commence par l'analyse finalement des étapes de conception d'un disque de frein, on va se positionner ici dans la peau d'un industriel qui va chercher à concevoir de façon optimisée un disque de frein. Dans un premier temps, on va utiliser Abaqus, donc code élément fini, pour modéliser le système, comprendre le comportement physique dans une analyse thermomécanique. Donc on va modéliser l'ensemble des chargements, enfin, en tout cas certains chargements thermomécaniques qui sont appliqués sur le disque. Ensuite, on va s'occuper de la partie centrale et alors, d'abord, on va s'occuper de la partie disque. On va essayer d'optimiser ce disque-là pour regarder les différentes alternatives de concept pour améliorer ses performances en termes de refroidissement et de tenue mécanique. Ensuite, on va s'occuper de la partie centrale du rotor pour essayer d'optimiser ce rotor, donc de diminuer la quantité de matière qui va être utilisée tout en conservant, voire en améliorant les performances mécaniques. On va avoir d'autres options qui vont permettre d'améliorer la tenue mécanique avec d'autres outils de simulation, ici Tosca. Tout à l'heure, je n'ai pas précisé iSight, mais c'est un outil qui a été notamment présenté par Salomon précédemment. Et puis, une fois qu'on aura validé la tenue mécanique, on va aussi chercher à analyser la durée de vie en fatigue et éventuellement chercher à comment prolonger cette durée de vie, peut-être en modifiant légèrement le design de ce rotor. Je vais essayer d'aller assez rapidement dans chacune des étapes. Bien entendu, les étapes de simulation
pourraient être éventuellement un peu plus détaillées. Mais la première étape ici va consister à simuler le comportement du système avec un design préliminaire qui aura été réalisé suivant certaines contraintes dimensionnelles. Donc ici on a généré un modèle avec un certain nombre de paramètres dimensionnels qui sera plus facile aussi pour pouvoir l'optimiser de façon paramétrique. Et puis on va appliquer un ensemble de chargements qui pourraient avoir lieu sur le système. Donc dans un premier temps le serrage des vis de fixation du disque sur le moyeu. Et puis aussi sur la partie droite on regarde le résultat de l'analyse finalement du frottement de la plaquette sur le disque et le comportement en termes de contraintes sur la partie centrale. Finalement cette cartographie de contraintes et de température va nous être utile pour la suite des analyses. L'étape 2, comme on l'a cité précédemment dans la petite boucle, va consister à créer un enchaînement automatique d'opérations qui va nous permettre d'optimiser les valeurs des paramètres dimensionnels que l'on aura définis. Par exemple, on peut citer ici, donc sur la partie du disque, le nombre de trous d'aération, leur position et leur taille. Dans un premier temps, on va définir ça de façon arbitraire, paramétrée, et puis on va utiliser une optimisation automatisée avec EyeSight sur la droite pour générer un maximum d'alternatives possibles et regarder finalement la combinaison de paramètres la plus performante au regard des critères que l'on aura sélectionnés. Et ici, on va chercher à avoir par exemple une masse faible, mais surtout un meilleur refroidissement. Pourquoi ? Parce que si on ne refroidit pas le disque, on va perdre en performance s'il y a trop d'échauffement par friction. Et puis aussi, on va durer moins longtemps parce que le disque va s'user prématurément. Si on regarde les résultats de cette analyse-là, eh bien, on observe notamment que la cartographie des températures entre le disque initial et le disque optimisé, elle est plus homogène. Moins de gradient de température, ce qui veut dire moins de déformation relative, ce qui veut dire moins de problèmes au freinage. Si on a un disque qui vrille, on va avoir des problématiques de freinage, soit de blocage et de grincement, pourquoi pas, ce qui peut être un inconfort. Et également, puisque les températures maximales en contre-freinage ont baissé également, on a une meilleure performance au freinage et moins d'usure prématurée. Donc finalement, avec une boucle d'itération automatisée, on arrive via la simulation à obtenir une baisse ici estimée à 30 degrés. Bien entendu, ça va dépendre de beaucoup de paramètres, de la température maximale sur le disque, sans avoir fait aucun prototype. On pourrait bien entendu prendre d'autres paramètres dans cette optimisation paramétrique, comme par exemple les propriétés du matériau. Si on poursuit sur les différentes étapes qui vont être nécessaires pour la conception de ce disque de frein, on va s'attaquer ici au rotor. On choisit de faire une optimisation topologique, c'est-à-dire que on va, en étant basé sur les simulations précédentes, pondérer la matière nécessaire à l'intérieur du rotor. Nécessaire à quoi ? Nécessaire à pouvoir répondre aux critères sélectionnés. Ici, les critères sélectionnés, ça va être la tenue mécanique, bien entendu, et on va chercher à optimiser la masse. Donc finalement, l'optimisation topologique va nous donner l'information, la matière est nécessaire pour résister au chargement et en enlevant le plus de matière possible parce qu'on veut optimiser la masse du système. Donc on voit l'animation au centre de l'image qui montre les différentes étapes, les différents finalement concepts que nous a proposé l'optimisation topologique pour arriver au concept final le plus optimisé. Et le plus optimisé, c'est quoi ? C'est une masse qui est diminuée de plus de 30%, on le voit, on passe à 205 grammes au lieu de 292, tout en doublant la raideur. Donc finalement, on a un disque qui va être beaucoup plus raide au freinage, donc beaucoup plus performant. Enfin, dans les différentes étapes de conception de ce système-là, si on n'a pas intégré par exemple les contraintes d'une durée de vie en fatigue au début des étapes de conception, il est possible que le système ne réponde pas finalement aux critères à la fois normatifs et aux besoins émis de résister à un certain nombre de cycles. On va mettre en illustration ceci grâce à un calcul en fatigue. Généralement, les zones qui vont apparaître en rouge, c'est-à-dire les lieux de durée de vie les plus faibles, cela va être les lieux aussi de démarrage de fissures et donc potentiellement de rupture en fatigue du système. Donc on va essayer d'éliminer ça pour augmenter la durée de vie du système. On va juste modifier un petit peu la forme. On le voit sur la droite, la partie rouge en surbrillance par rapport à la partie noire.
finalement pour augmenter les rayons de courbure de certaines zones fragilisées. Et on va, grâce à ça, analyser, identifier la durée de vie maximale du système. Bien entendu, c'est intéressant de l'avoir de façon numérique parce que simuler un système entre 5 et 7 millions de cycles, estimé en fonction du nombre de freinages, nombre de descentes et bien sûr sur la durée de vie du vélo, ça peut être très très long. Donc là, grâce à l'ensemble de ces outils de simulation, on a vu que la simulation a aidé et elle a même conduit la conception de ce disque de frein en tenant compte de plusieurs phénomènes physiques. Donc on a parlé de phénomènes thermiques et bien sûr mécaniques, en partie de façon automatisée, donc accélérée finalement, en générant un design qui va être optimisé au regard des critères qui auront été sélectionnés. Voilà pour le premier exemple. On va s'intéresser maintenant à une deuxième simulation, une analyse comparative d'un casque de vélo. Là, on va se mettre dans la peau d'un industriel qui fabrique des casques de vélo. Alors, outre les aspects esthétiques et normatifs, quand on est en phase de conception, ce qu'on va chercher sur un casque de vélo, c'est avoir le design le plus efficace. Notamment, est-ce qu'il est plus efficace en étant ajouré ou avec des évidements ou en étant plein? Une question qu'on peut se poser quand on n'a jamais fait de casque de vélo et qu'on se lance dans cette technologie-là. Mais d'abord, pour répondre à cette question, il va falloir définir ce que c'est l'efficacité pour un casque de vélo. Là, on peut imaginer deux catégories de critères. Première catégorie de critères, critères type mécanique. D'accord ? Donc on va avoir par exemple la masse, un critère mécanique, ou est-ce que le casque va bien rester au choc? Bien entendu, c'est la fonction principale du casque de vélo, c'est de protéger la tête du cycliste en cas de choc. Et d'ailleurs, c'est un requis normatif. Et puis, ce qu'on peut avoir aussi comme catégorie de critères, c'est tout ce qui est relatif au domaine du fluide, donc la résistance à l'air, l'aérodynamisme. Notamment, on voit que sur les cyclistes qui font du sprint, ils ont des casques très profilés, donc c'est quelque chose qui est important pour les cyclistes qui vont assez vite. Et puis, un autre point auquel peut-être on passe un peu moins, c'est la capacité de refroidissement de la tête lorsqu'on a un casque sur la tête, notamment lorsqu'il fait chaud ou qu'on monte l'isoire. Ici, on va se concentrer sur la partie fluide, puisqu'on fait une analyse CFD. Ici, avec la modélisation en vue en coupe du modèle CFD de simulation, avec le casque ajouré. Ici, c'est une analyse donc, dynamique des fluides en volume élément fini, avec un écoulement stationnaire, c'est-à-dire qu'on se concentre sur le régime établi et pas sur les phases non stationnaires, basé sur la résolution des équations de Navier-Stokes. Ici, on a défini un modèle avec un certain nombre d'hypothèses. Bien entendu, une simulation est complètement inutile sans avoir défini au préalable les hypothèses. Et les résultats dépendent bien entendu des hypothèses. Les hypothèses ici qu'on sélectionne, c'est un cycliste qui est un peu en canne et qui a 36 km/h. Alors on n'applique pas les 36 km/h au cycliste, on applique en négatif 10 mètres par seconde au fluide, ce qui correspond à la même chose. On prend la température de l'air à 20 degrés. On considère aussi que la température du cerveau était à 37 degrés et on ne prend pas en compte de température de surface du crâne. Par contre, on a un coefficient d'échange de conductivité thermique au niveau du crâne. D'accord ? Donc avec des caractéristiques thermiques et également des caractéristiques au niveau du fluide où on va modéliser la turbulence, c'est-à-dire on va prendre en compte l'instabilité de l'écoulement réel. Ces simulations vont tourner dans 3D Experience. Et avec cette analyse comparative, on peut générer des vues d'écoulement de l'air dans les deux cas. Finalement, ces lignes de courant, elles représentent chacune un volume d'air qui va se déplacer lorsqu'il va être confronté à rencontrer l'obstacle. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme analyse sur cette étude comparative? Dans un premier temps, on voit que les lignes de courant elles sont moins lisses sur la droite avec le casque qui est ajouré. Ça crée des turbulences. Les turbulences, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça va créer des efforts parasites sur la tête du cycliste. Et puis, ça va générer probablement du bruit, donc de l'inconfort. Mais ça a quand même un avantage, c'est que si on zoome un petit peu sur ces aérations, on voit qu'il y a de la recirculation, c'est-à-dire finalement des petits tourbillons d'air qui vont avoir lieu au niveau des aérations. Et ces tourbillons d'air, ils permettent de faciliter les échanges thermiques. D'accord ?
Et ça, on peut le vérifier ici en regardant la cartographie de température sur le sommet du crâne, où on voit qu'à gauche, on a le casque plein, à droite, le casque avec aération, et on voit qu'au final, la température du crâne, elle est quand même globalement inférieure, avec des zones même plus fraîches lorsque le casque a des aérations. Finalement, c'est un des critères qui pourrait être très intéressant pour le confort et pour la performance du casque. Qui permet donc un meilleur refroidissement de la tête du cycliste. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les effets de conduction sont beaucoup plus inférieurs aux effets de convection, c'est-à-dire liés à la vitesse du casque. Au final, la modélisation comparative, elle nous permet d'évaluer la performance des deux concepts au regard des critères que l'on a sélectionnés initialement. Bien entendu, ça ne suffit pas à définir que le concept de droite est meilleur que le concept de gauche. Le choix du concept reste entre les mains de l'équipe de conception. On regarde d'autres critères, mais bien sûr, on ne les prend pas en compte ici, mais ça peut être la mécanique, le coût, le design, etc. etc. La troisième simulation que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est dans le domaine de l'électromagnétisme. Et là, on va se mettre la casquette d'un fabricant d'une montre connectée. Alors, une montre connectée, c'est un équipement, et cet équipement, il répond à un certain nombre de besoins pour l'utilisateur. Principalement, bien sûr, ce n'est pas exhaustif, c'est notre estimation, on va avoir un besoin de fonctionnalité, un besoin de connectivité, un encombrement réduit, on veut pouvoir le porter au poignet, un certain niveau d'autonomie, donc de durée de la batterie en utilisation, et bien sûr le respect de toutes les normes possibles, que ce soit européennes, que ce soit écologiques, toutes les normes que l'on veut pouvoir prendre en compte. De ces besoins, finalement, on va en traduire donc ces besoins par l'élaboration d'une liste de composants que l'on peut citer à droite avec une vue éclatée au centre de la montre. Donc on va différencier boîtier et bracelet, plutôt côté esthétique, l'écran tactile, toute la partie gestion de l'électronique, les différentes antennes qui vont répondre aux besoins de connectivité entre le téléphone et la montre, les satellites et la montre, etc. Et tout ce qui est gestion de l'apport d'énergie, donc via la batterie, et bien sûr la recharge de cette batterie. Ici, on va se concentrer sur la partie électromagnétique. Et pour la conception des équipements et des éléments électromagnétiques, il y a, comme pour les autres éléments, différentes étapes de conception et de simulation. Ici, on va se concentrer sur la partie simulation. Pour la conception des antennes particulièrement, on va d'abord regarder quel est l'encombrement disponible pour l'antenne. D'accord, c'est pas le besoin de l'antenne qui va définir le reste des équipements. Généralement, l'antenne, elle va se caler là où il y a un peu de place. D'ailleurs, si on prend un exemple très concret, l'iPhone 12 par exemple, je reviendrai dessus juste après, avait des problèmes, même depuis l'iPhone 4, des problèmes de captation de signal parce que la position de l'antenne était à une position là où la main était aussi, et donc on altérait la réception du signal. Finalement, c'est parce qu'on a positionné l'antenne à l'endroit disponible. Ici, on va sélectionner, une fois qu'on a analysé l'encombrement disponible, on va sélectionner l'antenne appropriée au regard, donc en fonction de la géométrie et en fonction de son gabarit. Le gabarit pour une antenne électromagnétique, c'est la fréquence à laquelle elle va rayonner. Ici, on a plusieurs possibilités. Soit on va la définir, soit on va la sélectionner dans une banque de données existante pour les équipements portatifs, notamment pour les antennes Wi-Fi GPS, dans les outils de Simulia, donc Antenne Amagus. Et puis, on va simuler dans CST le comportement de l'antenne dans son encombrement. Alors ici c'est important parce que c'est comme pour la partie mécanique, un équipement mécanique va vibrer en libre à une certaine fréquence, et quand il va être fixé sur un socle, il va vibrer à une autre fréquence. On va y avoir un shift de fréquence. Et bien pour une antenne électromagnétique, c'est exactement la même chose. Pourquoi ? Parce que dans l'environnement dans lequel elle va être insérée, cette antenne, il y a d'autres éléments, des composants électriques, des diélectriques, qui vont probablement interférer sur la fréquence à laquelle va rayonner l'antenne. Il va y avoir un shift d'environ 2 à 2%. Et du coup, il faut refaire des boucles d'itération pour sélectionner une bonne antenne qui va rayonner à la bonne fréquence. On appelle ces boucles-là ici du tweaking. Donc on va injecter un signal dans l'antenne, on va regarder à la fréquence à laquelle elle rayonne, et la simulation va nous donner un certain nombre de résultats, comme par exemple les courbes de paramètres S11. Le paramètre S11, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que le domaine électromagnétique est très particulier, représente en gros le coefficient de réflexion de l'antenne. C'est-à-dire que on voit que l'antenne Wi-Fi, par exemple, celle qui nous intéresse, en abscisse, vous avez la fréquence de résonance en gigahertz, donc elle résonne à 2,4778, c'est écrit 47,8
Elle résonne à cette fréquence. Et on a aussi mis par-dessus en surbrillance le paramètre S1 de l'antenne GPS. Alors qu'est-ce qu'on observe? On voit déjà que les deux antennes, les deux signaux finalement ne vont pas se chevaucher, donc il n'y a pas d'altération du signal capté par l'antenne Wi-Fi par le signal capté par l'antenne GPS. D'accord? Alors pourquoi il y a deux pics de résonance dans l'antenne GPS? Parce que c'est une antenne ici simulée double bande pour augmenter la capacité et la précision du positionnement GPS. Ici, si on analyse un petit peu sur la gauche, on a une ordonnée en décibels. Et en gros, plus la valeur est faible, donc enfin en négatif, meilleur est le rayonnement de l'antenne. Autre résultat qu'on peut observer, c'est la propagation du champ électrique. Alors, en fait, si vous vous rappelez un petit peu vos connaissances du lycée ou de fac ou de prépa sur l'électromagnétisme, tout équipement électrique qui reçoit un champ alternatif émet un champ électromagnétique. D'accord? Donc signal alternatif, champ électromagnétique, bien sûr. La notion de fréquence intervient ici. Et ici, on regarde bien avec un signal de 2,478 GHz, c'est bien l'antenne Wi-Fi qui rayonne, donc on valide bien que l'antenne rayonne à la fréquence souhaitée. On regarde la propagation du champ électrique pour déjà regarder dans quelle direction va rayonner l'antenne. Donc c'est important pour savoir si elle est propagée suivant une seule direction ou dans toutes les directions. Pour la communication avec les autres équipements, c'est important. Ça nous permet de voir l'invisible parce qu'en fait à l'œil humain le champ électrique il est invisible, et on va aussi regarder les lieux d'intensité du champ captés par les éléments environnant le système. L'élément environnant le système de la montre connectée, c'est directement le corps humain. Pour le coup ici c'est le poignet. Ici le modèle de main qui est utilisé, c'est un modèle voxel, c'est pas uniquement de la géométrie. À l'intérieur, il y a des paramètres qui sont représentatifs du corps humain. On va citer par exemple la densité, la permittivité et différentes propriétés thermiques. Et ces propriétés matériaux, elles ont été déterminées par un centre allemand de recherche contre le cancer pour essayer d'optimiser les capacités de soins en radiothérapie. D'accord ? Et ces données ont été partagées avec une banque de données à laquelle ce système a accès. Et puis un autre point qui va nous être utile pour l'analyse du champ électrique, c'est la combinaison avec le champ magnétique. Et quand on combine les deux, on va calculer, on va regarder quelle est la proportion d'énergie électromagnétique captée par le corps humain. Alors là aussi, j'ai rien contre Apple, mais c'est très récent. Si vous avez regardé les news hier, l'iPhone 12 est retiré du marché. Pourquoi? Parce que le débit d'absorption spécifique dépasse les normes en vigueur. C'est-à-dire, alors attention, les normes en vigueur au niveau de la poche. Parce que les normes de débit d'absorption spécifique maximum au niveau de la tête sont aux alentours de 2, 2,4 ou 1,6 selon les zones. Au niveau de la poche, c'est 4. Et donc, ils ont analysé que finalement, par mesure et non pas par simulation, l'antenne ou une des antennes de cet iPhone rayonnait avec un niveau de débit d'absorption spécifique supérieur à 4. Donc le produit est retiré du marché jusqu'à ce qu'on corrige ça. Alors comment on peut corriger ça? On peut utiliser la simulation numérique pour corriger cela, enfin en tout cas pour estimer la correction. Alors on a deux solutions. La première solution, ça va être des atténuateurs électromagnétiques. Donc ça va rajouter du poids sur le système et du coût sur le système. La deuxième solution, c'est ce que je pense va faire Apple. Ils vont travailler sur le soft, et le soft, il va dire à l'antenne de rayonner moins. Comment on rayonne moins? On envoie moins de puissance. Problème, si on envoie moins de puissance, eh bien, on va moins capter de signal ou moins en émettre. Donc probablement qu'on va être moins performant en captant le signal téléphonique ou le signal Wi-Fi ou le signal GPS. Autre possibilité de simulation dans la conception de la montre, en tout cas sur la partie électromagnétique, avec l'outil CST, on va pouvoir modéliser les différents types de recharge de batterie qui existent. Donc on a le couplage inductif et le couplage capacitif. Ici, on regarde le couplage capacitif, donc, en gros, vulgairement, un condensateur. Finalement, ce qu'on va chercher à faire côté montre, d'accord, parce qu'on imagine que côté chargeur, c'est donné par un fournisseur. Côté montre, on va chercher le système qui va permettre de capter le signal et donc le champ électromagnétique alternatif, le redresser, donc le rendre continu, pour pouvoir charger la batterie. On arrive d'ailleurs, avec la courbe du bas,
à obtenir le temps à partir duquel on arrive à la puissance maximale, donc à la tension maximale, pour pouvoir charger au maximum la batterie, c'est-à-dire ici 46 millisecondes, d'après les estimations qu'on a faites sur le design que l'on a créé. Bien entendu, grâce à ça, on va aussi pouvoir modéliser les différences de vitesse de charge ou de capacité de charge de la montre lorsqu'on va l'éloigner de son socle de chargement sans fil. Pourquoi? Parce que la capacité de recharge, donc la capacitance, elle est directement inversement proportionnelle à la distance entre les deux éléments. Et bien entendu, ici, ce qu'on veut, c'est pouvoir capter la puissance générée par le chargeur à la bonne fréquence, bien entendu. Donc tout ça, on va pouvoir le modéliser dans l'outil. Et c'est par ce biais-là, ça nous montre la capacité de l'outil à pouvoir modéliser et concevoir un système électromagnétique qui est régi par un courant électrique. D'accord? Réalisé par un équipement avec des diodes et des transistors. Finalement, on a montré que les composants électromagnétiques de cette montre-là ont pu être conçus et dimensionnés dans l'outil de simulation sans avoir fait de prototype. D'accord? On a vu 3 équipements distincts pouvant être conçus par 3 industriels différents avec l'aide de la simulation. Dassault Systèmes a imaginé aussi la possibilité de concevoir un système de A à Z dans la plateforme 3D Experience avec les solutions de simulation qui vont aider à cette conception. Donc là, j'ai mis vraiment en très accéléré, c'est issu d'une présentation hyper complète sur un VTT électrique. J'ai extrait 4 simulations qui peuvent être intéressantes pour vous aujourd'hui. La première, bien sûr, c'est la simulation du crash test sur le vélo. Alors d'habitude, on fait principalement sur le cadre de vélo. En tout cas, les normes insistent sur le cadre de vélo. Ici, la simulation, elle prend en compte tous les équipements du vélo et tous les matériaux différents qui peuvent être utilisés, métalliques et caoutchouteux. Partie gauche. En haut à droite, on a les outils de simulation électromagnétique qui permettent de calculer et d'estimer la capacité d'un moteur électrique à transmettre de la puissance, c'est-à-dire du couple et de la vitesse de rotation. En bas à gauche, autre simulation qui est possible dans 3D Experience, c'est de simuler l'injection plastique du casing, c'est-à-dire du boîtier dans lequel va être insérée la batterie. Alors pourquoi c'est important? Parce que quand on fait de l'injection plastique, si on n'a pas le temps d'injection, si on n'a pas estimé le temps d'injection à l'avance, c'est-à-dire la position des injecteurs notamment, il peut arriver que le plastique va se refroidir trop vite et donc on ne va pas réussir finalement à réaliser la pièce pour laquelle on avait créé le moule. Donc c'est important d'estimer par simulation le temps d'injection pour pouvoir notamment positionner bien les injecteurs. Enfin, sur la droite, on regarde la propagation des ondes électromagnétiques issues du moteur électrique. Donc encore une fois, un équipement électrique qui va générer un courant électrique. En plus de ça, on voit aussi des lignes de courant qui sont représentatives des câbles électriques entre l'accélérateur et le moteur électrique. Et là, on a une grosse tige métallique entre les mains qui fait office d'antenne et on regarde en gros la propagation du champ électrique dans l'environnement. Alors bien entendu, on a balayé un certain nombre d'outils de simulation. C'est très compliqué de façon très rapide de regrouper encore plus dans une seule slide l'ensemble des solutions de simulation qui sont disponibles dans la suite Simulia. On arrive à quelque chose qui est peu lisible, mais c'est la raison pour laquelle déjà on les a classés par domaine et qu'on a surtout essayé d'insister sur certains domaines en particulier, complémentaires aux autres présentations qui ont été faites ce matin. Mais on peut citer donc tout ce qui est structure avec l'optimisation topologique, la fatigue et bien entendu Abacus pour tout l'ensemble des calculs mécaniques. Les technologies de simulation CFD, écoulement de fluide, notamment on a vu que Samaya les utilisait pour le vent qui souffle sur les tentes et le comportement de la tente. Il y a d'autres possibilités aussi de simulation, de propagation d'air et de particules qui peuvent être possibles. L'électromagnétique qui est aussi très vaste et qui peut être utilisé sur les équipements portatifs ou les vélos, donc en basse et en haute fréquence. La vibroacoustique, propagation des ondes acoustiques. Multibody, c'est plus pour les équipements qui ont plusieurs liaisons cinématiques entre elles et on va regarder à la différence des éléments finis, on regarde les contraintes et les déformations. Là, on va regarder plutôt les forces et les déplacements. Et puis toute la partie automatisation et optimisation paramétrique sur la droite. L'autre force de la suite Simulia réside également dans l'adaptation à chaque profil d'utilisateur, du designer pour les simulations de prédimensionnement,
à l'expert en recherche pour les analyses les plus complexes dont on a pu voir quelques exemples précédemment ce matin. Enfin, pour vous aider à l'adoption de ces solutions, Keonis, nous vous proposons des offres d'accompagnement adaptées, à la fois pour le choix et de la bonne solution de simulation par rapport à votre besoin et à l'utilisation que vous allez en faire. Par la montée à compétences aussi au travers de la formation adaptée. Et puis également, nous réalisons aussi le support technique. Certains d'entre vous le savent puisque nous les avons eus au téléphone pour répondre aux questions à l'utilisation sur les solutions de simulation. Pour terminer, si l'on reprend les nouveaux critères d'utilisation de la simulation que j'avais cités en entrée en matière, on a montré par ces quelques exemples comment la simulation numérique, finalement, elle aidait à répondre aux enjeux actuels d'innovation et de développement durable. Merci à tous.